Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans un nouveau Cold Case. Un Cold Case mystérieux, teinté de surnaturel. Je parle du mystère d'Interkefuk. Ce mystère, ce Cold Case, c'est vrai, date un peu. Nous sommes au début du mois d'avril 1922. Les cadavres de 6 personnes furent retrouvés dans une petite ferme située à 70 km au nord de Munich, en Allemagne. Malgré les efforts de la police et le nombre de suspects interrogés, le coupable ne fut jamais identifié. Et de nos jours encore, les meurtres d'Interkefuk restent toujours irrésolus. Son étrangeté et le soupçon de surnaturel qui l'entoure font de cette affaire un mystère troublant, sur lequel se penchent encore de nombreux enquêteurs amateurs. Perdue au milieu de la forêt bavaroise, se trouvait une petite ferme qui abritait 3 générations d'une même famille, les Gruber. Cette famille était composée d'Andreas, 63 ans, de sa femme, Casilia, 72 ans, de leur fille cadette Victoria, une veuve de 35 ans, et des 2 enfants de cette dernière, Casilia et Joseph, respectivement 7 ans et 2 ans. S'ils vivaient dans un endroit isolé, les Gruber n'étaient pas coupés du monde pour autant, car la ville de Kefuk se trouvait à 1 kilomètre de là, d'où le nom de leur ferme, Interkefuk, qui signifiait littéralement derrière Kefuk. La famille était connue dans la région, mais pas forcément pour les meilleures raisons. S'ils étaient aisés, pour ne pas dire riches, les Gruber étaient également avares, et pour économiser de l'argent souvent ils employaient des travailleurs itinérants, ou des vagabonds, sans même les déclarer. Andreas avait la réputation d'être un homme solitaire, antipathique, violent envers sa femme et ses enfants. De plus, une rumeur insinuait que le petit Joseph était le fruit d'une relation incestueuse entre Victoria et son propre père. Tous deux avaient d'ailleurs été jugés et condamnés pour cette même raison en mai 1915, après qu'une femme de chambre les ait surpris dans le foin. L'histoire de la naissance de Joseph était sordide et confuse. En 1919, Andreas avait empêché le mariage de sa fille avec Lorenz Schlichtenbauer, l'un de leurs voisins. Puis en septembre, quand l'enfant est né, Lorenz avait refusé d'en assumer la paternité, affirmant qu'il était un enfant incestueux. Le père de Victoria avait alors été arrêté par la police, mais Lorenz avait retiré ses accusations, ce qui avait permis la libération d'Andreas. Puis il les avait confirmées et démenties à plusieurs reprises, de telle sorte que jamais la lumière n'avait vraiment été faite sur cette affaire. L'étrange famille vivait donc recluse, et seule Victoria, qui possédait une très belle voix et chantait à la chorale de l'église, semblait échapper à l'hostilité générale. Un jour d'automne, en 1921, la femme de chambre entassa nerveusement ses sacs près de l'escalier de la véranda. Elle était pressée de partir et ses yeux sombres reflétaient son malaise. Posant le dernier paquet, elle regarda fébrilement la forêt qui entourait la petite ferme, et la brume glacée qui remontait des arbres lui arracha un frisson. « Je devrais y aller maintenant, il commence à faire sombre, fit-elle remarquer, le visage livide. Après avoir une nouvelle fois remercié M. et Mme Gruber, elle ramassa ses sacs et commença à marcher sur le chemin de terre. Sachant combien elle était terrifiée, ils la regardèrent partir sans chercher à la retenir. La malheureuse pensait que la ferme était hantée. Et un peu plus tôt, dans la journée,
Elle leur avait déclaré qu'elle ne comptait pas y rester une nuit de plus. En fait, elle ne voulait jamais plus y revenir, même en pleine journée. Elle prétendait avoir entendu des bruits de pas au grenier, des voix mystérieuses et d'inexplicables sons dans la maison. Mais les Gruber avaient, quant à eux, un avis très différent sur la question. Pour eux, la pauvre femme était complètement folle. Vers le milieu du mois de mars 1922, une tempête de neige s'abattit durant la nuit et au petit matin, Andreas sortit inspecter la ferme. Il parcourait la propriété quand soudain il remarqua de profondes empreintes dans la neige. Celles-ci se dirigeaient vers l'arrière de la maison. Le vieil homme les suivit un moment, mais les traces s'arrêtaient à quelques mètres des bâtiments, et brusquement nerveux, il revint sur ses pas. Constatant qu'elle s'éloignait à travers champs, il remonta cette piste, mais en arrivant à l'orée de la forêt, qui entourait Hinterkaifeck, il s'aperçut qu'elle se perdait dans des sous-bois obscurs, et un frisson lui parcourut l'échine. Réalisant soudain que quelqu'un s'était peut-être introduit dans la ferme, il s'empressa de retourner chez lui. Et immédiatement, il fouilla la maison, la grange, la remise à outils, mais sans succès. Alors perplexe, il s'assit, et songea à son ancienne bonne, et à ses histoires de fantômes. Puis il secoua la tête. Décidément, ça ne pouvait pas être ça. La nuit suivante, alors qu'il dormait, Andreas et sa femme furent brusquement réveillés par le bruit de pas qui semblait provenir du grenier. Andreas attrapa rapidement son fusil et monta inspecter les combles, puis, comme il ne trouvait rien, il vérifia toutes les pièces de la maison. Mais en vain. Le lendemain matin, pensant qu'il trouvait peut-être de nouvelles empreintes dans la neige, Andreas se réveilla et fit le tour de la propriété, mais, là encore, sans rien découvrir. Mais en arrivant devant chez lui, juste sous le porche, il aperçut un journal qui ne se trouvait pas là auparavant. Intrigué, il le ramassa, mais en tournant quelques pages, il s'aperçut qu'il ne l'avait jamais lu, et qu'il ne l'avait même jamais vu dans la maison. Après avoir fouillé la ferme une nouvelle fois, et ne remarquant rien d'anormal, Andreas décida de parler de ces étranges incidents à l'un de ses voisins, espérant que lui aussi aurait noté quelque chose d'inhabituel. Malheureusement, ce dernier lui assura de n'avoir rien observé de spécial dans sa propre ferme, et n'avoir jamais entendu aucune histoire de ce genre dans les environs. Troublé, Andreas retourna à Hinterkaifeck. Mais un peu plus tard, quand il voulut prendre le trousseau de clés qu'il avait posé sur son bureau, il s'aperçut qu'il n'y avait plus rien. Il chercha dans toutes les pièces de la maison, interrogeant les différents membres de la famille, mais comme personne ne semblait savoir où se trouvaient ses clés, il finit par renoncer. Retournant à ses occupations, il se dirigea vers la remise à outils. Mais lorsqu'il voulut l'ouvrir, il remarqua des traces très nettes, indiquant que quelqu'un avait essayé d'en crocheter la serrure. Cette nuit-là, Andreas eut du mal à trouver le sommeil. Pendant des heures, il repassa les incidents des derniers jours dans sa tête, aussi inquiet que finalement effrayé. Maria Baumgarter, la nouvelle femme de chambre, arriva à la ferme le 31 mars 1922, en tout début d'après-midi. Cette première journée de travail allait être aussi sa dernière. Le mardi 4 avril, les habitants de Kaifeck commencèrent à s'inquiéter. Cela faisait maintenant plusieurs jours que personne n'avait vu les Gruber. Leur absence avait été remarquée à l'église, et la jeune Casilia n'était pas allée en classe, sans qu'aucune excuse ne soit donnée. Alors, quand le facteur leur apprit que le courrier s'accumulait devant la boîte aux lettres depuis 4 jours, les villageois décidèrent de monter une équipe de recherche
et bientôt Lawrence, l'ancien amant de Victoria, Michael Paul et Jacob Siegel partirent en direction de la ferme. En arrivant sur place, les trois hommes trouvèrent l'endroit étrangement calme. Ils appelèrent à plusieurs reprises, mais comme personne ne leur répondait, ils durent se résigner à inspecter la propriété. Après une brève discussion, tous furent d'avis de commencer par la grange, qui était le bâtiment le plus proche, et où un chien aboyait. Mais lorsqu'ils entr'ouvrirent la porte, un sentiment d'effroi les saisit. Gisant dans une mare de sang, se trouvaient les corps d'Andreas, de sa femme, de sa fille et de sa petite-fille. Curieusement, ils avaient été soigneusement empilés les uns à côté des autres. Horrifiés par cette vision macabre, les hommes s'empressèrent de rentrer dans la maison, espérant trouver le jeune Joseph en vie. Mais malheureusement, ils découvrirent son corps inanimé dans la chambre de sa mère, encore couché dans son petit lit. Tout comme celui de Maria, la nouvelle servante, qui fut retrouvée juste après. Elle baignait dans son sang. 6 personnes avaient été tuées à Hinterkaifeck. Elles avaient été tuées de la plus horrible des manières. Alors les 3 volontaires, épouvantés, coururent prévenir la police. Les représentants de l'ordre arrivèrent à 18h et leur première tâche fut d'empêcher les curieux qui se présentaient à la ferme d'approcher de la scène du crime. À 18h15, la police de Munich était prévenue et quelques heures plus tard, les enquêteurs investissaient les lieux. Le 6 avril 1922, le docteur Johann Baptist Hausmüller, médecin de la cour, effectua l'autopsie des corps dans la grange. L'examen démontra que toutes les victimes avaient été tuées d'un coup à la tête avec le même instrument, probablement une pioche. Le corps de Victoria montrait également des traces de strangulation, mais elles n'étaient pas la cause du décès. Le meurtrier semblait savoir se servir de cet outil, car les blessures étaient nettes, précises, et chaque coup de pioche avait été décisif. Toutes les victimes étaient mortes instantanément, à l'exception de la jeune Casilia, qui, bien que grièvement blessée, avait survécu plusieurs heures. Pour une raison inconnue, de nombreuses touffes de cheveux avaient été arrachées à sa tête. La plupart des victimes, à l'exception de Victoria et de sa fille, étaient vêtues de leurs vêtements de nuit, ce qui laissait à penser que le drame avait eu lieu à l'heure du coucher. Après une autopsie sommaire, les victimes furent décapitées et leurs crânes envoyés à Munich, ce qui rajoute à l'effroi de ce meurtre horrible. D'après l'inspecteur Rein Gruber et ses collègues de police de Munich, le meurtrier s'était arrangé pour attirer les différents membres de la famille l'un après l'autre dans la grange. Puis après les avoir assassinés, il était rentré dans la maison et avait tué Joseph et la femme de chambre qui dormait dans leur lit. Pour une obscure raison, il avait pris soin de recouvrir les corps de ses victimes. Ceux de la grange avec du foin, celui de la femme de chambre avec un drap, et celui du petit garçon avec une des jupes de sa mère. Une fouille rapide de la maison révéla aux policiers que dans le grenier, quelques tuiles avaient été décalées, de telle sorte que tout le jardin était visible, et que dans une botte de foin de la grange, 2 puits avaient été creusés, indiquant qu'une ou 2 personnes s'étaient probablement dissimulées à l'intérieur. Les premières auditions eurent lieu dans la cuisine, et les témoignages furent pour le moins surprenants. D'après l'autopsie, la tuerie s'était produite le 31 mars, mais étrangement, plusieurs des voisins
avait vu de la fumée s'échapper de la cheminée durant le week-end, ce qui indiquait que l'assassin se trouvait toujours dans la maison à ce moment-là. Cette hypothèse, qui paraissait incroyable, semblait néanmoins confirmée par la vaisselle sale et par le lit défait dans lequel quelqu'un avait apparemment dormi quelque temps, ceci avant la découverte du drame. En outre, tous les animaux de la ferme avaient été nourris récemment, et aucun n'avait été blessé d'une quelconque manière. Le chien de la famille avait été attaché dans la grange, et s'il était choqué, on va dire, il était néanmoins en parfaite santé. Cette découverte laissa les enquêteurs perplexes, car elle impliquait que celui qui avait sauvagement massacré la famille était resté quelques jours dans la ferme, nourrissant consciencieusement le bétail avant de s'enfuir. Les motivations du meurtrier restaient des plus obscures et le 8 avril, manquant cruellement d'indices, la police proposa une grosse récompense en échange de toute information. La famille Gruber étant fortunée, les enquêteurs envisagèrent tout d'abord un crime crapuleux, et ils commencèrent par interroger les vagabonds, les colporteurs de la région. Mais lorsque de grosses sommes d'argent, des bijoux et des pièces d'or furent retrouvées dans la maison, ils durent abandonner cette théorie. Il ne faisait aucun doute que le coupable, qui était resté plusieurs jours sur les lieux après son forfait, aurait pu trouver ses biens s'il les avait cherchés. L'enquête révéla également que Victoria avait vidé son compte en banque quelques semaines avant sa mort. La jeune femme avait fait un don important à l'église, mais le reste de l'argent semblait avoir disparu, et personne ne savait ce qu'elle en avait fait. Cependant, comme la police ignorait si cette histoire d'argent avait un lien avec l'affaire, elle fut simplement rapportée à titre informatif. Si l'argent n'avait pas motivé les meurtres, alors le crime ne pouvait être que passionnel, et les regards des enquêteurs se tournèrent alors vers Lawrence Schlittenbauer, l'ancien prétendant de Victoria. Peut-être avait-il tué son ancienne maîtresse et sa famille dans un accès de rage, ou peut-être désirait-il seulement échapper à la pension alimentaire que Victoria prévoyait de lui réclamer pour Joseph. Depuis leur aventure, Lawrence s'était marié, et se voir réclamer une pension pour un enfant dont il n'était vraisemblablement pas le père ne pouvait qu'attiser sa colère. D'autres petits détails troublaient également les policiers. Le fait que Lawrence se soit proposé pour partir à la recherche des Gruber le mardi 4 mars. Cela leur paraissait étrange. Mais, plus troublant encore, lorsqu'il était rentré dans la grange, le chien avait montré une aversion particulière à son égard, lui aboyant dessus sans discontinuer. De plus, lors de la découverte du drame, Lawrence s'était montré imperturbable, désempilant froidement les corps ensanglantés, sans manifester le moindre signe de compassion ou de dégoût. Lorsque les enquêteurs lui demandèrent pourquoi il avait bougé les cadavres sans même attendre l'arrivée de la police, Lawrence leur répondit qu'il cherchait son garçon. Outre cette surprenante sérénité, il avait ensuite démontré qu'il ne connaissait pas vraiment la ferme. Tout ceci semblait curieux, mais c'est surtout l'attitude du chien qui leur paraissait bizarre. Cependant, comme aucune preuve concrète ne reliait l'ancien amant au crime, jamais il ne fut accusé de quoi que ce soit. En fait, personne ne fut jamais arrêté, et un grand nombre de questions restèrent sans aucune réponse. Pourquoi le meurtrier avait-il passé plusieurs jours à la ferme, après avoir assassiné ses victimes? Pourquoi avait-il nourri les animaux? Si les empreintes et les bruits de pas au grenier étaient bien les siens, alors cela devait faire très longtemps qu'il rôdait, car ces événements étaient arrivés bien avant le jour fatidique. Peut-être même était-ce déjà lui que la femme de ménage avait entendu, 6 mois auparavant, quand elle avait parlé de fantômes. L'homme était-il resté caché pendant 6 mois au grenier?
Si la police cherchait un coupable en chair et en os, certains pensaient qu'il ne serait jamais arrêté car il n'appartenait pas à notre monde. Tout le monde savait que 6 mois auparavant, la femme de chambre avait brusquement quitté la ferme parce qu'elle la pensait hantée. Que monsieur et madame Gruber avaient eux aussi entendu des bruits étranges. Que des objets étaient apparus et avaient disparu mystérieusement. Et par conséquent, il était donc possible, pour ne pas dire probable, qu'un esprit soit responsable de l'horrible carnage. Finalement, les 6 victimes furent enterrées au cimetière de Weidehofen, sans que leur tête ne leur ait été restituée. L'année suivante, à la demande des habitants de la région, la ferme fut rasée et un mémorial fut dressé à son emplacement. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la rumeur courut que le défunt mari de Victoria, Karl Gabriel, était l'auteur de ces crimes. Bien qu'il ait été supposément tué dans les tranchées en décembre 1914, je vous rappelle que Victoria était veuve, le corps de Karl Gabriel n'a jamais été retrouvé. Il pouvait très bien être revenu pour voir sa femme. En revenant, il avait entendu parler de la relation incestueuse de Victoria et de son père, et il avait décidé de les tuer tous les deux. Cette théorie était alimentée par les témoignages de 2 personnes qui étaient présentées, affirmant avoir rencontré un soldat russe qui leur avait avoué être le tueur d'Interkefok. L'homme leur avait expliqué avoir simulé sa mort pour se libérer de sa femme, puis avoir changé d'avis par la suite, mais en rentrant chez lui, il avait été fort contrarié par ce qu'il avait découvert. Par la suite, les 2 hommes révisèrent leur version de l'histoire, et personne ne sut jamais si cette anecdote était réelle. L'enquête dura des années. La police interrogea une multitude de suspects, plus de 100, mais sans aucun résultat. Les enquêteurs, désespérés, tentèrent même de faire un appel à des services de médiums pour retrouver les crânes des victimes, espérant peut-être qu'ils leur apprendraient quelque chose sans succès. Officiellement, l'enquête fut close en 1955, mais de nombreux détectives amateurs continuèrent néanmoins à se pencher sur cette affaire, cherchant des réponses qu'ils n'obtinrent jamais. En 2007, des étudiants de l'académie de police de Fürtendusbrück étudièrent le cas avec des techniques d'investigation modernes, avant d'en conclure qu'il était impossible à résoudre en raison du manque de preuves matérielles et de la mort éventuelle des différents protagonistes. Ils affirmèrent avoir de forts soupçons quant à l'identité du meurtrier, mais expliquèrent qu'ils avaient décidé de se taire par respect pour la descendance du meurtrier. À ce jour, le massacre d'Interkefok reste donc un mystère irrésolu. Et ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de regarder cette histoire de Karl Gabriel, le défunt mari de Victoria. Était-il en vie au moment des faits ou était-il tombé dans les tranchées en 14? Et l'autre amant, qui a refusé de reconnaître le petit Joseph, était-il le coupable? Y avait-il quelqu'un d'autre dans la maison? Une tierce personne? Nous allons essayer de déterminer tout cela avec l'oracle de Béline, d'avoir des pistes. Et puis je vous demanderai, bien sûr, si vous avez des idées, si vous connaissiez ce cas, si vous-même, votre intuition vous guide vers une solution ou une autre. Tout ça, mettez-le en commentaire. Plus vous allez commenter, plus la vidéo sera mise en avant et plus cela rendra service à la chaîne. Eh bien, comme je vous l'ai dit, la première interrogation
c'est à propos du premier mari de Victoria, Karl Gabriel, qui serait en fait tombé dans les tranchées en 1914. On va essayer donc de regarder comment s'est déroulée la guerre de 14 pour Karl Gabriel. Si on le voit encore en vie, ça voudrait dire qu'il pourrait être la personne qui a commis ces crimes. J'ai bien il pourrait parce que il pourrait avoir fait croire qu'il est tombé en 14 alors qu'il n'en est rien, et puis qu'il est parti sous d'autres cieux. Il y a beaucoup de possibilités. Mais déjà, il faut procéder par élimination, donc nous allons voir avec une question pour l'oracle de Béline, comment a évolué la guerre de 14-18 pour Karl Gabriel, ancien mari, entre guillemets, de Victoria. Je dis ancien mari entre guillemets parce que s'il est toujours vivant, à cette époque, il était toujours le mari de Victoria. Et non pas un mari défunt. Vous voyez, toute l'ambiguïté est ici dans la question. En tout cas, la première carte ne laisse pas de doute. Il est bien allé au conflit. Nous avons Mars, le dieu de la guerre. Je vous montre la carte de près. Nous avons le feu. Il était bien donc au front. Il fait feu et il se bat. Les deux coqs montrent bien de l'agressivité. Nous sommes bien donc sur quelqu'un qui a bien été au front. C'est important parce que finalement, on aurait pu se dire, est-ce que finalement il a été se battre dans les tranchées? Est-ce qu'il a été se battre pendant la guerre de 14? Ça, c'est au moins un fait que l'oracle vérifie. Ce qui a été contre son évolution pendant cette guerre. Il n'avait pas toutes les clés en main pour réussir. Alors là, on ne peut pas dire les choses autrement, puisque quand on va à la guerre, on n'a pas toutes les clés en main, on ne sait pas qui va nous tirer dessus. Donc on montre bien que son destin, il n'en était pas maître. Mais ça ne veut rien dire d'autre que cela. Et c'est le cas de toute personne allant sur une zone de conflit. On n'est plus maître de son destin parce que il y a les actions que nous on porte et les actions du camp en face. Si vous êtes pris pour cible, vous êtes plutôt en mauvaise posture. Alors regardons le conseil qui aurait été donné. C'est un conseil qui lui fait repenser à sa vie, entre guillemets, avant. De repenser à l'amour qu'il avait quelque part vis-à-vis d'une personne. Attention, ça ne dit pas que c'est vis-à-vis de Victoria. Ça dit simplement, ça peut être Victoria, ça peut être une autre personne. Je dirais qu'à la limite, on lui dit de penser surtout à sa vie amoureuse. Donc, de ne pas entrer dans une logique de se dire il n'y a pas de lendemain après cette guerre. Mais regardez, les cartes sont intéressantes. Ici, nous avons une carte martienne. Mais elle ne représente pas un décès. Elle représente plutôt une forme de fusillade, où on a l'impression que Karl Gabriel est soigné. On y voit des tensions, c'est vrai, mais s'il était décédé, on aurait une autre carte. On aurait eu par exemple la carte du procès avec ces deux épées qui se croisent. On aurait pu avoir la carte de la paix montrant qu'il était tombé et qu'il reposait en paix. Là, nous avons quelque chose où on montre qu'il s'est fait tirer dessus, pour moi, qu'il a été blessé, et qu'ensuite il a été soigné. Soigné dans une famille. Il a donc été recueilli par quelqu'un. Est-ce qu'il est tombé dans les tranchées, comme le texte le disait? D'une certaine façon, oui. Tombé, oui, mais pas décédé. En réalité,
il a échappé visiblement miraculeusement à la mort, et il a été remis sur pied, si j'ose dire ainsi, dans une famille. Donc la thèse comme quoi il est tombé au front, eh bien elle n'est pas bonne. Et à partir de là, on peut se demander ce qu'il est devenu. Parce que rien ne dit que parce qu'il a survécu au conflit, que derrière il est revenu pour se venger des années plus tard. Donc nous allons regarder ce qu'est devenu ce Karl Gabriel. Effectivement, là, je n'ai pas demandé ce qui s'était passé pour la famille, j'ai procédé un petit peu différemment, parce qu'il y avait une piste, on va dire. Si cette piste ne mène à rien, on essaiera bien sûr de faire autrement. Et de voir quel était le lien éventuel entre la famille, un membre de la famille et quelqu'un d'autre. Mais regardons comment a évolué la vie de Karl Gabriel après avoir été blessé au front. Avoir été blessé à la guerre, hein, pas le front, le haut du visage. Bien sûr, vous aviez tout de suite compris. Déjà, on voit qu'il s'est bien remis de tout ça. C'est la carte de la réussite, une carte solaire qui montre que des solutions se sont présentées et qu'en fait, vous voyez, cette petite connotation, cette médaille militaire, quelque part, elle remontre qu'il a réussi à se sortir de tout ça. Il n'a pas été reconnu tombé au front, mais il n'a pas non plus été décoré. Là, la médaille militaire que j'aperçois ici, elle montre bien qu'il a survécu. C'est dans ce sens-là que je le prends. Et ce qui a été contre son évolution, pour moi, il est resté blessé. Il est resté blessé et alors non, c'est pas tout à fait blessé, pardon. J'emploie un mauvais terme. Il a guéri de toutes ses blessures, mais il est resté dévisagé, je dirais. Dévisagé où il a un handicap suite à tout ça. Nous avons en effet la carte beauté qui est en opposition, donc il y a quelque chose, pour moi ça me fait penser à défigurer, où il lui manque un bras, vous voyez, mais je pense plus à défigurer. Ce qui montre qu'il a été très gravement blessé au front. Et que ça explique tout simplement pourquoi il a pu être déclaré mort alors qu'il ne l'était pas. S'il lui a été défiguré, il est fort à penser que d'autres l'ont été aussi. Peut-être tout simplement par des grenades à l'époque ou des obus, je ne sais quoi. Donc on voit quelqu'un que je vais qualifier de méconnaissable, d'une certaine façon. Le conseil sur sa vie aurait été de s'élever spirituellement, de se grandir de tout ça. Ce qui sous-entend qu'il ne l'a pas fait. Et qu'il est peut-être resté tout simplement avec une forme de rancœur dans son cœur. Ce que l'on voit, c'est qu'il est resté au sein de cette famille à un moment, mais sans pouvoir se détacher de sa famille originale. Et si on regarde cette carte ici, elle montre que ce Karl Gabriel a passé encore en vie de nombreuses années. Alors c'est vrai, je suis un petit peu déçu parce que le tirage ne s'attarde pas pour dire qu'il a commis des crimes, sans pour autant dire le contraire, il nous montre juste qu'il n'a cessé de penser à sa femme Victoria, mais qu'il est resté un moment dans cette famille qu'il a abritée. La carte a une double lecture. Elle est placée au centre, et n'oubliez pas, je vous ai dit, dans la question, j'ai demandé ce qu'il était finalement advenu par la suite. Donc on va maintenant procéder autrement.
La seule chose que l'on sait avec certitude, grâce à l'oracle, c'est que finalement, ce Karl Gabriel est resté en vie. Et que donc, contrairement à la rumeur, il n'est pas mort à la guerre. Alors maintenant, on pourrait se demander, en prenant les choses dans un autre sens, c'est quel lien y avait-il entre les occupants de la maison et Karl Gabriel? Ou plutôt non, parce que ça on le sait, je dis une bêtise, quel lien y avait-il entre les occupants de la maison décédés et l'auteur de ces crimes? Nous avons ici l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, quand on tire les cartes avec le Béline, c'est le consultant. Et quand c'est une consultante qui vient, on va penser à son mari ou son compagnon. Là, si je reviens à la question, on a l'impression que c'est l'homme de la maison. Alors il y a deux possibilités. Soit c'est Andreas, soit c'est Karl Gabriel. Karl Gabriel étant le compagnon, enfin le mari de Victoria. Pour Andreas, soyons un tout petit peu logiques, se donner un coup de pioche et se tuer ainsi, honnêtement, ça semble quand même impossible. Je sais que parfois l'être humain fait preuve d'ingéniosité pour commettre des crimes et se mutiler, mais quand même, on va peut-être pas exagérer. Donc dans la lecture de cette carte, on peut y voir celui qu'on va nommer l'homme de la maison, tout simplement parce qu'il représente le sang neuf dans la maison. Il est du signe masculin, il est du genre masculin, il est dans la fleur de l'âge, il sort de la guerre. Et donc là, on peut se demander pourquoi aurait-il commis ces crimes. Mais vous voyez que le petit témoignage des personnes qui ont affirmé que c'était cet homme qui était revenu, eh bien ce témoignage, il n'est pas à prendre à la légère, il semblait réel. Donc, quelle est la raison qui a poussé Karl Gabriel à tuer toute la famille? Juste une petite parenthèse avant de vous dire la suite, de la regarder. Finalement, on comprend qu'il pourrait très bien, lui, être dans le grenier. On comprend qu'il a pu s'y réfugier, tout simplement parce qu'il connaissait les lieux, et qu'après avoir commis ses forfaits, eh bien, il a pu profiter quelque temps de la maison, quelques jours, avant de repartir. Il n'y a rien d'incohérent là-dedans. Il venait pour se venger des humains, et il a nourri les bêtes, il a nourri les animaux. La raison, en fait, nous avons ici une carte lunaire, ce qui montre des émotions. On y voit quelqu'un qui est submergé par la crainte, par la peur. N'oublions pas qu'il est dévisagé. Il est dévisagé, il n'ose pas se représenter ainsi. Et puis le temps a passé, il essaye d'observer. Bien sûr, il a croisé du monde, forcément. Il a entendu les rumeurs sur ce qui s'est passé avec le père de cette famille et Victoria. Et on comprend pourquoi, finalement, il se réfugie dans le grenier de cette maison, de cette ferme. Il observe, il veut comprendre, il veut se faire sa propre opinion, mais n'oublions pas, il est dévisagé. Quoi qu'il se passe, c'est difficile pour lui pour se représenter ainsi. Et on voit quelqu'un qui est tenaillé, non pas par la haine,
il est surtout tenaillé par sa propre représentation. Mais c'est aussi quelqu'un qui a des sauts d'humeur. Regardez ici, nous avons la carte inconstance. C'est quelqu'un qui est, alors je ne sais pas donner un terme juridique, peut-être de terme, pardon, médical, peut-être psychotique, je ne sais pas trop comment l'indiquer. C'est quelqu'un aussi qui a subi de grands chocs. Et donc, la raison principale, ce sont les émotions. Ce sont les émotions. Et quand on a les émotions qui sont ainsi, pour moi, il ne s'est pas présenté devant sa famille, devant sa femme, tout simplement, par peur. Et puis, il a constaté ce qui se passait sous la maison. Il a vu le petit Joseph. Il a donc pu se poser énormément de questions. Tout ça faisant craindre encore plus pour sa personne. Tout ça faisant monter ses émotions. Les émotions entre la peur, partager avec du ressentiment, du regret, des remords, plus ce qui lui est arrivé à la guerre. On voit et on ressent quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, qui reste terré pendant plusieurs mois, 6 mois minimum, rappelez-vous. Terré dans un grenier 6 mois, il a dû en entendre des choses. Alors on voit qui c'est. Le lien, on a vu le pourquoi, mais qu'est-ce qui a été le facteur déclenchant? Quelle carte représente, au final, le facteur qui déclenche, qui fait que cet homme, Karl Gabriel, passe à l'acte? Je vous parlais d'aspect psychotique. Je pense qu'en fait, regardez, nous avons de l'agressivité. Je pense qu'en fait, il y a eu un moment où il a perdu les pédales, comme je dirais familièrement. Il a perdu les pédales et il s'est vu en danger. Il a vu cette famille comme un ennemi. En fait, il a perdu tout sens de la réalité. Comme ces militaires qui reviennent parfois et qui revivent la guerre d'un point de vue psychologique. Il a voulu se défendre. Il a voulu se défendre finalement contre rien, contre une famille. Il les a donc massacrés, sans jamais vraiment se rendre compte de ce qu'il faisait. Et c'est quelqu'un, finalement, qui a vécu en solitaire après. Il a été certes soigné dans une famille qu'il a recueillie, il pensait à sa famille d'où il venait, et vous voyez que dans sa tête tout s'est mélangé. C'est un cheminement en fait sur plusieurs années. Il est revenu, défiguré, il s'est terré, et en se terrant dans ce grenier, il s'est créé une fausse réalité, au point qu'il en est venu, eh bien, à prendre cette famille pour des ennemis. Il se revivait en guerre. Je ne sais pas si on parle de psychotique dans ces cas-là, euh, état de choc, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a revécu un passé de guerre. Et en vivant son passé, en massacrant cette famille, il a occupé la maison quelques jours, 2, 3 jours, et puis il est parti. Voilà ce que je pense sur ce mystère, très troublant. Donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, bien sûr commentez au maximum cette vidéo, et puis je vous retrouve très vite pour un nouveau Call Case. Prenez soin de vous les amis.